Bon, parlons des trois exercices essentiels de la voie stoïcienne, en commençant par le premier parce que je crois qu'il y a un ordre. Je crois qu'il faut commencer par ce que les stoïciens, ce que les Grecs d'une manière générale appelaient l'examen de conscience et qui consiste à juger sans juger comme je vais essayer de l'expliquer. Euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet et d'expliquer cet exercice, rappelons que le stoïcisme est un régime d'existence. C'est une expérience existentielle, ce qu'on pourrait appeler une diète, hein, au sens grec du terme, diaïté, désignant bien un régime d'existence, et pas simplement un régime alimentaire. Pas seulement une doctrine non plus, le stoïcisme n'est pas seulement un discours, encore moins une théorie, et là je veux évidemment m'appuyer sur les travaux solides de Pierre Hadot, professeur au Collège de France, mais je crois aujourd'hui profondément trahi par les institutions qui l'ont abrité et ses successeurs dans les différentes institutions où il a enseigné qui, au lieu de nous encourager à comprendre ce que signifie vivre en stoïcien, s'acharne à disséquer les virgules ou la liste des publications des textes de Pierre Hadot dans un hommage qui confine à l'idolâtrie et qui est, hélas, bien loin de l'exhortation à vivre en philosophe qu'a constitué l'exemple même de la vie de Pierre Hadot. Alors, notre projet, mon projet Muse, hein, Université des sciences de l'esprit, eh bien, le projet, c'est de vivre. Vivre, ce qui éventuellement signifie aussi vivre en stoïcien, non pour s'étiqueter, non pour rentrer dans une secte, mais quel est le but? Le but, c'est de vivre, comme le disaient les stoïciens, homologoumenos te fusei, c'est-à-dire en conformité avec la nature, en harmonie avec la nature. Pour atteindre ce but, l'école de sagesse stoïcienne a précisé une méthode, une triple méthode, les trois grands champs d'exercice que j'évoquais en titre, qui forment un système. Les stoïciens ont même inventé la notion de système pour souligner le fait que ces trois champs, la logique, la physique et l'éthique, formaient un tout solidaire. Ces exercices sont interdépendants dans une certaine mesure, profondément interdépendants, mais je crois que pour les comprendre et entrer dans le système, on peut entrer par n'importe quelle porte, mais j'aurais pour ma part tendance à privilégier la logique, que je traduirais en français contemporain par psychologie, hein, au risque de choquer les puristes, les antiquisants. Je parlerai de psychologie stoïcienne, même si le terme peut sembler un anachronisme. Alors ces exercices, nous pouvons les vivre, nous pouvons, et je crois même que nous devons les mettre en pratique, comme le disait Pierre Hadot, que je citerai pour terminer cette conclusion. Il dit « On savait que les pensées étaient des exercices spirituels, mais il apparaît maintenant que ces exercices ont été pratiqués par Marc Aurèle selon une méthode rigoureuse, la méthode même qu'avait formulée Épictète. Chaque fois qu'il écrit une sentence, Marc Aurèle sait avec précision ce qu'il fait. Il s'exerce dans la discipline du désir, de l'action ou de l'assentiment.
Ce faisant, il philosophe, il fait de la physique, de l'éthique ou de la logique. Alors, la discipline du désir, c'est ce que j'appellerais pour ma part discipline du consentement, j'y reviendrai dans une autre vidéo, je préfère un terme plus positif. Pour ce qui est de la discipline de l'action, et afin là aussi de rendre l'expression plus immédiatement sensible en français contemporain, je parlerai d'une discipline de la bienveillance, et au lieu du terme discipline de l'assentiment ou de logique, je parlerai personnellement simplement de psychologie, une psychologie de l'exactitude, de la simplicité, de l'objectivité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en introduction, et donc partons sans plus attendre du premier domaine de la logique et de l'exercice qu'elle propose. Alors dans son manuel, au paragraphe 5, Épictète nous dit « Ce qui nous trouble, ce ne sont pas les choses, mais nos jugements sur les choses. » Donc, il nous explique que si nous voulons bien vivre, être heureux, serein, sans trouble, nous avons besoin d'une logique pour comprendre nos jugements, puisque ce sont eux qui nous troublent. Nous avons besoin de ce que, en français moderne, en français contemporain, j'appellerais donc une psychologie, même si le terme, encore une fois, est anachronique, il me semble indispensable si nous ne voulons pas, comme le font les stoïciens universitaires, muséifier la philosophie. Donc, le sens de cette psychologie, quel est-il ? Je crois que c'est de comprendre, d'après la formule d'Épictète que je viens de citer, ce qui s'insinue dans nos énoncés, dans nos représentations, et les pollue, les parasites. Il s'agit de comprendre ce qui s'insinue dans nos jugements pour les épurer, les ajuster, les simplifier, les alléger. Ce qui aura toujours pour effet de nous apaiser, nous pacifier, nous permettre d'approcher cet état de sérénité, cette tranquillité intérieure, cette paix intérieure qui est toujours chez les stoïciens l'indice de la sagesse. La sagesse stoïcienne est assez originale dans le monde grec, qui est le monde d'une sagesse tragique. La sagesse stoïcienne est une sagesse anti-tragique. On l'a trop peu souligné. Elle a des accents orientaux, voire extrême orientaux, très étonnamment. Mais c'est ainsi. Donc il s'agit de sortir de l'état inflammatoire chronique qui nous rend malades. Nous sommes enflammés d'émotions. Cette inflammation dégénère en ulcération, voire en cancérisation, fréquemment chez l'homme moderne, et je crois que cet état d'incurie qui a les effets sanitaires les plus catastrophiques est celui dont la philosophie veut nous guérir. La philosophie se propose chez les stoïciens comme une thérapeutique, avec ces remèdes qui sont ces exercices. Donc, le stoïcisme comme thérapie, avec cette clé, cet outil thérapeutique particulier qui consiste à juger sans juger. Alors, je vais, pour préciser comment fonctionne cet exercice, revenir aux pensées de Marc Aurèle, au 8e livre, et spécialement au paragraphe 49 que je cite. Marc Aurèle écrit « Ne te dis rien de plus à toi-même que ce que te disent tes représentations premières. » Exemple, on t'a dit « un tel a dit du mal de toi », eh bien, ceux-là, elles te le font voir, mais on t'a fait du tort, elles ne te le font pas voir. Fin de citation.
Alors, voilà en quoi consiste ici l'exactitude. On voit tout de suite ce que signifie juger sans juger, comme je le disais tout à l'heure. Et à contrario, ce que signifiait juger en jugeant, ce que nous faisons trop souvent. Juger sans juger. Juger, le premier verbe signifie énoncer. Nous produisons des énoncés. Mais nous devrions nous efforcer de les énoncer sans juger, ce qui signifie ici sans les alourdir d'un jugement de valeur. Alors, ce n'est pas toujours facile. Et évidemment, les stoïciens le savent. Alors je voudrais citer, toujours au livre 8, le paragraphe 50. Marc Aurèle écrit « Ce concombre est amer, jette-le ». Là, on voit comment ça fonctionne de manière très concrète. Je veux dire que, quand je disais que ce n'était pas toujours très facile, la méthode stoïcienne ne consiste pas à tout accepter. Il y a des sensations, des expériences désagréables. Le concombre est amer, faut-il le manger? Parce que on nous disait de ne pas juger, faut-il pour autant manger ce concombre amer? Bien non. Il ne s'agit pas de tout accepter, mais il s'agit, et c'est là tout l'exercice, de ne pas en rajouter. Je dirais qu'à l'exigence d'exactitude que j'évoquais tout à l'heure, il faut rajouter une exigence de simplicité ou de légèreté. Ne pas en rajouter. Il est amer, jette-le, mais n'en fais pas un plat, c'est le cas de le dire. Marc Aurèle ajoute, pour être précis, cela suffit. Jette-le, cela suffit. Et n'ajoute pas, pourquoi existe-t-il de telles choses dans le monde? Donc, ne te plains pas, n'alourdis pas ton discours de questions, d'indignation, d'exclamations qui reviennent au fond à porter un jugement de valeur, à alourdir ton premier énoncé d'un jugement qui va l'alourdir. Je ne vois pas de meilleur terme. Donc, ne pas surajouter à la sensation initiale, qui a bien pu être une sensation désagréable, un jugement de valeur, ce que les stoïciens appelaient hypolepsis, qui est une emphase, une exagération. Bon, il y a d'autres exemples chez Marc Aurèle. L'exemple des ronces est très célèbre aussi, toujours au livre 8, paragraphe 50, où sont évoquées des ronces qui se trouvent sur le chemin. Eh bien, s'il y a des ronces, n'en fais pas un plat. Des ronces, ça pique, oui, mais tu peux les contourner sans en faire une histoire. Donc, en résumé, on voit bien en quoi consiste l'essentiel de l'exercice stoïcien. Il s'agit de corriger nos énoncés, il s'agit d'énoncer ce qui se présente à nous dans la sensation, sans y ajouter de notre subjectivité, de nos préférences, de nos attentes, de nos craintes, de nos aversions, sans projeter notre subjectivité sur ces jugements. Donc il s'agit de passer nos propos, nos paroles, nos discours en revue. J'appelle parfois cela faire des revues. Les Grecs employaient plus volontiers le terme d'examen de conscience, donc très très différent, vous voyez, de ce qu'on appelle psychanalyse. Je vais très vite, mais la psychanalyse consiste à aller chercher dans nos passés, à essayer d'identifier les causes des représentations subjectives qui sont les nôtres. Il ne s'agit pas du tout de cela ici, donc une psychologie stoïcienne, oui, mais qui n'a absolument rien à voir avec la psychanalyse et avec une recherche éventuelle des causes des représentations qui nous obsèdent.
Il s'agit simplement d'une analyse psychologique qui consiste à identifier ce qui se présente à nous dans la sensation, exactement, et à l'énoncer simplement. Donc, notre devise sera exactitude et simplicité. L'exactitude n'exclut pas de reconnaître que nos sensations peuvent être agréables, parfois désagréables ou neutres, par exemple, comme le fait de respirer ou de sentir qu'on a des cheveux sur la tête. Ce sont des sensations tout à fait neutres. Il y a des sensations agréables et des sensations désagréables. On peut le reconnaître avec exactitude, mais la simplicité exclut toute projection subjective, tout attachement, tout énoncé consistant à affirmer une préférence, une attente, une crainte, etc. Voilà en quoi consiste l'essentiel de la logique stoïcienne, que j'appelais psychologie, que nous pouvons appeler revue, que nous pouvons appeler examen de conscience, et qui consiste à juger sans juger. Je donnerai 3 conseils pratiques pour la mise en œuvre de cet exercice, pour pouvoir le vivre. D'abord, c'est de commencer en essayant, en fonction évidemment du remplissage de votre emploi du temps, mais je crois qu'on peut prendre 5 minutes le matin et le soir, au réveil et au coucher, pour commencer à pratiquer cet exercice. On progressera manifestement si on s'y adonne plus fréquemment. Toutes les heures, on peut prendre 1 minute ou quelques minutes pour passer en revue ce qu'on aura dit d'important. Commençons par là, au cours de l'heure qui vient de s'écouler. Donc c'est un exercice de la mémoire et de la méditation. De la méditation au sens où je regarde avec détachement, avec objectivité, ce que j'ai dit dans l'heure qui précède. Un exercice de la mémoire et de la méditation, vous savez, puisque je faisais référence aux muses, que ce sont les 2 plus anciennes, ce sont 2 des 3 plus anciennes muses de la mythologie grecque, Mnémée et Mélété. Donc, observons-nous matin et soir, observons-nous, faisons des revues toutes les heures, et bien évidemment, progressera encore plus si on s'examine en continu au fil des discours que nous énonçons. On n'est pas obligé d'attendre à la fin de l'heure pour voir si nous n'avons pas projeté sur nos énoncés des jugements qui les alourdissent, qui les appesantissent. On peut faire cet exercice au fil des discours que nous prononçons. Le deuxième conseil que je donnerai, c'est de valider ces énoncés, corriger, de faire valider ces corrections auprès d'un ami bienveillant qui a l'expérience de cette méthode, même si en dernier ressort, évidemment, chacun reste juge, reste le seul maître et juge à bord. Le troisième conseil pratique que je donnerai, c'est, pour des raisons que j'ai longuement expliquées par ailleurs, c'est de ne jamais pratiquer ces exercices contre rémunération. Voilà. La vraie philosophie est gratuite, c'est une grâce, elle est donnée, elle est offerte, et je crois que là,
l'exemple de Socrate doit continuer de nous inspirer. La psychologie stoïcienne, c'est pas la psychanalyse de Freud, ou encore moins la psychanalyse lacanienne. Je fais référence à Freud et à Lacan, qui se faisaient payer grassement, et à tous ceux qui, à leur suite, aujourd'hui, considèrent que ce que nous appelons aujourd'hui d'un terme générique, développement personnel, monnaie et monnaie très cher, ce qui me semble effectivement, enfin en tout cas d'un point de vue philosophique par rapport à la mémoire de Socrate et des stoïciens, que j'honore une véritable trahison pour des raisons profondes qui tiennent à nos attachements, qui tiennent à nos faiblesses, qu'il ne faut pas encourager. Donc cultivons la gratuité. Υπεραγία Θεότου και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, Bon, je voudrais rajouter quelques compléments d'information moins utiles à l'exercice qu'à la compréhension de la place qu'il a pu avoir dans le système stoïcien, à la compréhension des termes dans lesquels il a été formulé par les stoïciens, au cas où certains d'entre vous voudraient aller lire Épictète, Marc Aurèle, Sénèque, dont vous voyez passer les photos tout au long de cette vidéo, au cas où vous voudriez aller lire quelques commentateurs un petit peu spécialisés qui, même dans l'université aujourd'hui, quand ils parlent de ces auteurs, eh bien, en parlent dans la terminologie qui était la leur, et donc dans un français, je veux dire, avec des termes qui ne sont plus tout à fait ceux que nous emploierions si nous devions en parler, si nous devions parler de ces choses aujourd'hui simplement et spontanément. Hein, donc nous avons besoin de dictionnaires, nous avons besoin de décodeurs pour traduire le sens de ces mots en allant nous référer aux définitions qu'ont données les auteurs stoïciens dans l'Antiquité. Donc je voudrais citer Damascius, tome 2, paragraphe 846 des fragments des anciens stoïciens. Enfin, je rappellerai ces références bibliographiques sous la vidéo, de même que toutes celles qui auront été évoquées au cours de la vidéo. Damascius disait que c'est l'âme qui se change elle-même en connaissance ou en méconnaissance des choses. Alors ici, on voit bien qu'on a une théorie de l'âme, raison pour laquelle, encore une fois, j'aime à parler de psychologie, l'âme étant désignée en grec par le terme grec psyché, et plus fréquemment chez les stoïciens par le terme hégémonikon. Donc la psychologie, si l'on me permet d'employer ce terme, c'est la connaissance de l'âme et de la façon dont elle connaît ou méconnaît les choses qu'elle se représente. Voilà, ici la psychologie, c'est une théorie pratique de la connaissance. Et la vérité à laquelle elle conduit, par opposition à l'erreur, la connaissance qu'elle veut nous apporter, c'est le résultat d'un processus qui part de la sensation, aesthésis en grec, qui est un phénomène involontaire. Nous ne choisissons pas de percevoir quand nous ouvrons les yeux un arbre, un individu face à nous, le ciel, etc. C'est quelque chose qui ne dépend pas de nous, la sensation. Les stoïciens ont beaucoup insisté là-dessus. Cette sensation
Phénomène involontaire est suivi d'un jugement spontané, lui-même involontaire, en tant que spontané, hypolepsis, ce jugement spontané ou involontaire, eh bien, lui dépend de nous. Il est volontaire, dans la mesure où nous pouvons choisir de lui donner ou pas notre assentiment. Alors, il y a évidemment quelque chose d'involontaire dans ce jugement. Je vais prendre un exemple. Mais nous pouvons transformer ce jugement involontaire et spontané en jugement volontaire. Et c'est ça la synkatathesis, c'est-à-dire le fait de donner son assentiment ou pas au jugement spontané qui jaillissent en nous. Dire que, prenons un exemple, quand j'entends la foudre, si la foudre tombe à côté de moi, évidemment c'est un bruit terrifiant qui me fait peur. J'ai peur. Dans ce jugement, selon lequel j'ai peur, eh bien, il y a quelque chose de spontané. J'ai beau être avisé, je veux dire, même si je suis un sage, je peux être effrayé par la surprise que cause la foudre qui s'abat à côté de moi. Le sage sera effrayé par un certain nombre de sensations qui le prennent parfois par surprise. Il n'y a aucun problème à cela. Mais une chose est d'être effrayé spontanément, autre chose est de donner, après examen, son assentiment à la représentation spontanée que nous avons formée. La foudre n'a finalement rien d'effrayant. Voilà. Donc je peux choisir de ne pas donner mon assentiment à cette représentation de la foudre comme quelque chose d'effrayant. Si je m'abstiens de donner mon assentiment à cette représentation spontanée qui a jailli en moi, qui m'a pris, elle aussi, comme la foudre, un petit peu par surprise, eh bien, je forme alors ce que les stoïciens appellent un jugement adéquat. Fantasia cataleptique, ce jugement adéquat, c'est le jugement vrai, c'est la vérité, c'est la conception pratique que les stoïciens se font de la vérité. Bon, on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose d'universel dans cette sagesse, dans cette sagesse d'un jugement sans jugement, d'une parole sans jugement, dans la mesure où cet exercice stoïcien que nous avons décrit n'est pas sans rappeler la défiance que les orientaux, je veux dire les hindouistes, les bouddhistes, les taoïstes nourrissent à l'égard de la parole et du discours en général. La parole est le lieu de projection de nos désirs, de nos craintes, de nos aversions qui déforment notre représentation des choses ou font écran à ce que nous venons d'appeler la vérité. Et ça, les sages, sur tous les continents, on peut l'observer. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Je crois que la sagesse part de ce constat-là. L'homme ordinaire, du moins, ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il les voit telles qu'il voudrait les voir. Il les voit selon son désir, selon ses craintes et ses aversions. D'où par exemple la formule de cet Indien célèbre au XXe siècle, Krishnamurti,
Krishnamurti disait que une pensée sans jugement est la plus haute forme d'intelligence. Bon, on peut aussi penser à l'injonction bouddhiste de cultiver une parole juste. Je renvoie au noble sentier octuple, c'est-à-dire à la méthode par laquelle, vous le savez, Bouddha nous propose d'atteindre l'éveil. On peut penser aussi, bien sûr, à l'injonction taoïste de préférer le silence à la parole, ou à l'injonction de parler peu, à se méfier évidemment de nos exagérations qui sont à la fois le symptôme et le facteur aggravant de notre souffrance. Voilà. Donc, les sagesses orientales, antérieures ou postérieures aux stoïciens, avaient aussi fait ce constat. Pour ce qui est de l'Occident, évidemment, je pense, pour ce qui est des résonances occidentales de cette sagesse stoïcienne, je pense évidemment à la communication non violente, qui me semble être l'une des traductions psychologiques modernes les plus adéquates, et aux antipodes de la psychanalyse, comme je l'ai souligné plus haut, l'une des traductions psychologiques modernes les plus adéquates de cette sagesse de l'euphémisme. L'euphémisme, c'est l'atténuation des discours dans un objectif de sérénité pour adoucir la réalité. Et effectivement, c'est bien le but du stoïcisme, mais aussi de la communication non violente, comme son nom le dit bien. Marshall Rosenberg nous proposait, je le rappelle, pour les 4 phases du protocole, d'observer sans jugement, d'exprimer son ressenti sans reproche, d'exprimer nos besoins sans culpabiliser les autres, de leur faire des demandes sans les menacer. Vous voyez, autant de précautions qui visent à expurger notre langage, ce que Marshall Rosenberg appelait le langage girafe, par opposition au langage chacal, plein de charges émotionnelles, dont il s'agit de se libérer, dont il s'agit de se soulager, de soulager les autres. Il s'agit d'expurger le langage de sa charge émotionnelle responsable des conflits, responsable de la violence qui pollue, qui nous pollue et pollue nos relations aux autres. Donc la communication non violente, c'est, je crois, sur le modèle de la sagesse stoïcienne que Rosenberg ne pouvait pas ne pas connaître, une sagesse pacifiste, elle aussi, et une psychologie, mais pour le coup sans anachronisme. Voilà, alors j'espère que ces quelques clarifications auront contribué à dépoussiérer un peu cette vénérable sagesse et à en montrer l'éternelle actualité. S'il est vrai que nous aimons toujours la joie et la paix intérieure, s'il est vrai que nous voulons vivre et vivre bien, c'est-à-dire vivre en conformité avec la nature, comme disaient les stoïciens. Alors, vivre en conformité avec la nature, peut-être précision, peut-être avant de se quitter, c'est ici vivre en conformité avec notre nature raisonnable. Il s'agit d'exercer
au sens où l'entendaient les stoïciens, d'exercer notre raison. Et c'est en cela qu'il s'agit ici de vivre conformément à la nature. Il ne s'agit pas de se mettre au vert et de manger bio. C'est pas ça que veut dire vivre en conformité avec la nature chez les stoïciens. Donc il s'agit de vivre en conformité avec la raison, de vivre selon la raison qui doit filtrer ses désirs, ses aversions, ses craintes, etc., qui produisent des jugements qui alourdissent nos discours. Et sinon les filtrer complètement, du moins atténuer autant que possible par la pratique répétée de la philosophie et de ses exercices, atténuer les déformations, les influences que ces émotions exercent sur nos représentations et nos discours. Voilà. Alors s'il est vrai que nous voulons connaître, s'il est vrai que nous voulons acquérir cette maîtrise de l'esprit, comme disaient les stoïciens, cette enkrateia, cette maîtrise de soi et de son esprit, s'il est vrai que nous voulons connaître activement, eh bien, cette sagesse a encore toute son actualité. Et je dis cela contre un certain engouement néo-orientalisant qui se délecte de torpeur narcotique dans les centres de méditation, en méditation assise. Et je ne peux terminer cet exposé sur le stoïcisme sans avoir une pensée pour Nietzsche qui évoquait le risque que représente le bouddhisme pour l'Occident. Le bouddhisme a ses vertus, mais l'interprétation occidentale du bouddhisme comporte un risque immense. Nietzsche mettait en garde contre ce risque dans les fragments posthumes. Il y a un effet abrutissant, il y a un effet anesthésiant, un effet narcotique, tout un tas de méditations, de formes de méditation qui vous sont proposées sur le net ou qui sont aujourd'hui aussi partagées dans des centres de méditation. Voilà, contre lequel Nietzsche mettait déjà en garde au XIXe siècle. Françoise Bounardel, dans Bouddhisme et philosophie, en parle et rappelle ce point qui me semble un point important à méditer pour celui qui voudrait vivre une vie philosophique. Toutes les sagesses, malgré les points communs qu'elles peuvent avoir, ne sont pas strictement identiques. Et tout au moins, faut-il distinguer l'interprétation que nous faisons, nous, aujourd'hui, dans la modernité, à partir des besoins qui sont les nôtres, de ces différentes sagesses, auxquelles nous tordons parfois complètement le cou. Donc, je crois que le stoïcisme est un moyen de ne pas opposer, mais au contraire d'harmoniser la raison et l'intuition, la force de la raison et la douceur du silence, la lucidité solaire et virile de la raison avec le silence lunaire et plus féminin de l'intuition. Il y a un équilibre tout particulier dans cette sagesse stoïcienne dont nous venons de décrire l'un des exercices fondamentaux, plein d'une exigence qui, je crois, nous permet de rester vivants et de ne pas sombrer dans la narcose facile de la méditation assise. Et je crois que c'est important. En tout cas, j'invite les lecteurs, même bouddhisants, ce que je suis aussi par ailleurs. Je ne veux pas médire du bouddhisme. Ce n'est pas le bouddhisme, encore une fois, qui est en cause, mais l'interprétation que nous pouvons en faire et les pratiques que nous pouvons en avoir à partir de besoins qui ne sont pas forcément toujours justes. Voilà, je crois que
si nous avons cette exigence stoïcienne d'un équilibre entre la raison et l'intuition, nous pouvons vivre dans l'unité, et c'est tout le bien que je peux vous souhaiter aujourd'hui. Bonne méditation.